Petite collaboration commerciale. Pour fêter les nouvelles sorties Space Marine, Wargame House, le nouveau partenaire de la chaîne, fait gagner à une personne l'ensemble des nouveautés suivantes. Une boîte d'héros de compagnie, une boîte d'intercesseurs avec réacteur dorsaux, une boîte de capitaine avec réacteur dorsal, une boîte de Space Marine lieutenant et une boîte de chapelain Terminator. Pour participer, petit 1, rendez-vous du 30 septembre au 14 octobre sur leur site internet. Je vous mets le lien en description. Et petit 2, pour toute commande comportant au moins une précommande Space Marine, rentrez le code Wargame House en majuscule pour vous inscrire au tirage au sort. Le gagnant sera annoncé sur leur page Facebook le 15 octobre. Je vous mets le lien de la publication en description. Cela fait maintenant un peu plus d'une semaine que tous les organisateurs de tournois à travers le monde ont adopté la dernière balance Data Slate. Et dans cet épisode, nous allons avoir deux top 4. Ensuite, en deuxième partie de cette vidéo, nous verrons ensemble les règles pour la phase de charge et de combat. Car vous avez été assez nombreux à me poser pas mal de questions sur ces deux phases. Je me suis dit que pour pouvoir y répondre le mieux possible, c'était de faire un épisode dédié. Donc j'espère que vous allez apprécier. Je pense qu'à l'avenir, ce que l'on appelle les minutes règles vont simplement se transformer en moments règles. Car plus je reçois des questions, plus j'ai envie d'y répondre. Et forcément, me limiter à une petite minute, c'est pénible. Et nous allons commencer avec le tournoi Flying Monkey de 2023 qui a regroupé 133 joueurs. À la 4e place, nous avons une liste Dark Angel. Commençons par les personnages. Nous avons un capitaine Terminator avec son lance-grenade auxiliaire, son gantelet énergétique et une arme combinée. Du côté de son optimisation, ce sera expert du codex. Ensuite, en tant que seigneur de guerre de l'armée, ce sera un librarian Phobos et son optimisation armure d'artificier. Pour ce qui est des autres unités, nous avons une unité de 3 agresseurs et une unité de 10 chevaliers Deathwing. 2 unités de 3 éradicateurs avec bien entendu un multifuseur dans chacune d'elles, 2 unités de 3 inceptors avec les plasma exterminators, une unité de 5 infiltrateurs avec un gantelet Helix. Je sais pas pourquoi il n'a pas mis les communications pour pouvoir récupérer un point de commandement sur 5+, lorsqu'il utilise un stratagème sur son unité d'infiltrator, car c'est entièrement gratuit, il suffit simplement que ce ne soit pas la même figurine qui porte le gantelet Helix pour pouvoir avoir ces communications. En tout cas, je vous encourage à mettre le gantelet Helix et les communications. Ensuite, on continue avec 2 prédateurs destructeurs qui sont équipés du missile tracker, des 2 canons laser sur le côté et du bolter storm en plus. Ensuite, on a une unité de 5 scouts sniper avec le lance-missile, 2 whirlwind avec le missile tracker et les bolter storm en plus, parce que tant que c'est gratuit, pourquoi pas. Et enfin, en allié, nous avons un assassin Eversor. La question brûlante de savoir quel char des Space Marine est un peu trop performant semble trouver sa réponse dans le Predator, qui fait fureur dernièrement dans la plupart des listes. Le Predator Destructeur, pour être tout à fait honnête, s'avère être un choix redoutable, grâce à sa capacité à délivrer un déluge de tir et à exceller contre une variété de cibles différentes, grâce à la combinaison de son autocanon anti-élite et de ses 2 canons laser latéraux qui sont tout particulièrement efficaces contre les monstres et les véhicules. En ajoutant le serment de l'instant, vous obtenez une unité polyvalente capable de soutenir admirablement les chevaliers Deathwing. De plus, les Space Marines disposent désormais d'un éventail bien plus vaste d'options pour renforcer leur unité, grâce aux réductions de coûts qu'ils ont récemment obtenues. Personnellement, je suis un fervent adepte des Inceptors et surtout de l'unité Phobos composée d'un archiviste et d'un infiltrateur. Dans tous les cas, bravo pour cette excellente performance qui permet de décrocher une honorable 4e place. Parlons du podium. À la 3e place, nous avons une liste ressemblant à une sorte de salade composée d'Eldar. Commençons par les personnages. Nous avons un grand prophète coureur céleste et son optimisation la gemme du phénix, Illic Nightspear, Ivren en tant que seigneur de guerre. Pour ce qui est des autres unités, on commence avec un tisseur de nuit, toujours présent pour ralentir les unités adverses, une unité de 10 rangers, car il faut bien accompagner Illic Nightspear, 2 unités de 2 tisseurs célestes avec dans chaque unité 2 canons disrupteurs, une unité de 5 scorpions, et ça fait un moment qu'on ne les avait plus vus, 2 unités de 5 araignées spectrales. Du côté des unités alliées, on va avoir 2 unités de Belluaire, oui, de Belluaire, une unité de 10 guerriers cabalites avec un lance-grenade, une lance des ténèbres, un lacérateur et un canon éclateur, une unité de 5 mandrakes et une unité d'un saccageur avec une lance des ténèbres.
Mais ce n'est pas fini. On a aussi 3 unités de ravageurs avec dans chacune 3 lances de ténèbres, et on finit avec une unité de 5 fléaux avec 4 lances de ténèbres aussi. Cette composition représente un véritable bouleversement par rapport à ce que nous avions l'habitude de voir. Les ravageurs sont de la partie au lieu d'utiliser les unités traditionnelles de tir chez les Aeldari, comme les prismes de feu. Les armes des Drukhari sont désormais le fer de lance de cette armée. Les Azuriani et les Arlequins, quant à eux, fournissent des unités de harcèlement. L'utilisation de fantasmes sur un groupe complet de rangers avec Illic reste aussi agaçante que toujours. Les Scorpions font également leur apparition en tant qu'unité d'escarmouche redoutablement efficace. La dernière chose digne d'attention est l'ajout de plusieurs unités de Belluaire. Ces dernières étaient déjà utilisées de manière marginale, voire très marginale, afin de générer une grande saturation de blessures pour un coût assez bas dans les listes Inari. La baisse de leur coût dans la dernière mise à jour les rend incroyablement rentables. Je vous encourage beaucoup à les utiliser. C'est une excellente façon d'ajouter de la présence sur le champ de bataille, sans pour autant investir trop de points. Il est indéniablement intéressant de voir cette liste, car elle apporte une nouvelle vision sur l'ensemble de la faction Aeldari, et cela prouve qu'il y a encore de nombreuses stratégies à explorer. Félicitations pour cette performance très méritée, et je n'aurais jamais pensé dire ça d'un Eldar. Allez, passons à la seconde place avec une liste tyrannide, jouant le détachement flotte d'invasion. Maintenant que le codex tyrannide est d'actualité dans les tournois, je vais devoir me mettre à préciser les détachements. En tout cas pour l'instant, on reste sur quelque chose de très connu via la flotte d'invasion. Côté personnage, ce sera la mort subite, un euro-tyran en tant que seigneur de guerre, le vieux Borg. Du côté des autres unités, on a un barbet d'Hierodule. Alors, je sais pas trop comment le traduire, j'ai jamais vu sa traduction, donc j'ai gardé son nom anglais. N'en déplaise aux anglophobes, c'est comme ça, je fais déjà suffisamment d'efforts pour franciser un maximum de termes, mais là-dessus, je dois avouer que flemme. Allez, continuons. Un biovore. Une unité de 2 Carnifex avec 2 bioplasmas. Par contre, il n'y en aura qu'un avec la griffe tranchante de Carnifex, car on aura 3 dévoreurs avec Neurosensu et 2 rangées d'épines. 2 exocrines, un Aruspex, 2 émissaires Norn et 2 unités d'une figurine nuée de vorace. Les émissaires Norn font ici leur première grande apparition, se déplaçant aux côtés d'un Hierodule dans une composition axée sur les monstres. Tout ce qui compose cette armée d'ailleurs peut mettre des baffes à la Bud Spencer. Pour les plus jeunes, si vous n'avez pas connu, je vous mets un petit extrait. C'est un film de 1976. Je vous l'avais dit. Hein? Ah si. Bref, continuons. Les émissaires apportent une incroyable résistance une fois qu'ils sont en sécurité sur leur objectif désigné. En restant fidèles au détachement de la flotte d'invasion, on optimise l'efficacité des monstres. Cette approche s'avère plus bénéfique pour une liste déjà très résistante, car elle offre un accès à l'insensible à la douleur 5+, et l'adversaire essaie de les éliminer avant qu'ils ne progressent suffisamment sur le champ de bataille. Dans tous les cas, bravo pour cette seconde place. Enfin, sur la première place du podium, on retrouve un style que l'on connaît très bien des listes Aeldari. Du côté des personnages, nous avons un autarque saut de voix, qui sera le seigneur de guerre de la liste, et il aura l'optimisation de la gemme du phénix, Illic Nightspear, un solitaire, l'incarne, et pour ce qui est des autres unités, nous avons 3 prismes de feu, un tisseur de nuit, 2 unités de 5 Shadow Spectre. On continue avec une unité de 5 éperviers voltigeurs. Je dois avouer que je fais des efforts sur la traduction, mais pour celle-ci, je m'y ferai jamais. Bref, un marcheur de combat avec 2 lances ardentes et 2 unités de 5 araignées spectrales. Oui, les Aeldari sont de retour, et la liste a mis 100 à 54 contre un Space Marine du chaos sur la dernière partie du tournoi. Mais ils sont tout de même plus vulnérables qu'auparavant. Il existe d'autres listes plus originales ailleurs, comme nous avons pu le voir précédemment. Mais cette composition utilise une stratégie efficace qui consiste à se concentrer sur les prismes de feu, les unités de contrôle d'objectifs et l'incarne, en gardant la même stratégie qu'autrefois sans les chevaliers et ou les gardes fantômes. Presque toutes les listes adoptent cette approche. Elle inclut au moins un tisseur de nuit car ils sont essentiels contre les nécrons, grâce au ralentissement du mouvement. Il semble donc que l'expérimentation continue pour déterminer le coût optimal des prismes de feu avant qu'ils ne soient plus utilisés en triplette. Dans tous les cas, félicitations pour cette victoire. Bon, passons au deuxième top 4. Cette fois-ci, c'est le tournoi Battle in the Bush qui a regroupé 74 joueurs. À la 4e place, on retrouve une liste orc. Dans les personnages, on aura 2 Beast Boss, Mozrog Scragbad, 3 Warboss dont l'un sera le seigneur de guerre. Du côté des unités de ligne, veillez prendre note, on aura 2 unités de DB Snagaboys,
ainsi que 6 unités de D-Boys. Oui, c'est une véritable marée verte. Côté transport dédié, évidemment, 10 camions, et dans les autres unités, un chariot de guerre, 2 unités de 11 Gretchen, alors je dis 11 parce qu'on a le dresseur de grotte avec eux, et une unité de 5 Shock Boys. Cette liste fonce vers l'adversaire et les écrase sous une marée de boys avec des Beast Boss et Mozrog offrant un potentiel de combat supplémentaire contre les cibles particulièrement résistantes. Il n'y a pas beaucoup de subtilité ici, mais cela crée une pression phénoménale, et c'est une autre composition qui bénéficie vraiment de la disparition des unités de 10 Custodes. Elle contrariait trop efficacement les plans de ce genre. Donc félicitations pour cette 4e place avec une composition que j'aime appeler à la Mad Max. Pour ce qui est de la 3e place sur le podium, nous avons encore une liste à Aeldari. Dans les personnages, on retrouve Lothar Xotvoix en tant que seigneur de guerre, mais cette fois-ci, il aura l'optimisation messager de la destinée. On a un avatar, un grand prophète avec l'optimisation la gemme du phénix et l'incarne. Pour ce qui est des autres unités, nous avons un Hornet avec 2 lances ardentes, 2 tisseurs de nuit pour ralentir les unités adverses, une unité de 5 Shadow Spectre, une unité de 5 éperviers voltigeurs, 2 marcheurs de guerre avec 2 lances ardentes et 2 unités de 5 araignées spectrales. Et nous revenons directement à une autre composition qui opte pour 2 incarnations avec l'avatar et l'incarne, accompagnées de nombreuses petites unités, en particulier des unités comme les marcheurs de guerre qui peuvent avancer en faisant l'appât pour y téléporter l'incarne. En les soutenant avec 2 tisseurs de nuit, vous pouvez vous assurer de faire trébucher votre adversaire lorsqu'il prendra ses décisions. Cela permet à toutes les unités de marquer des points sur les secondaires tandis que l'adversaire hésite. Nous avons l'avatar qui est suffisamment solide afin de consolider votre score au primaire. Il est toujours aussi puissant que jamais. Cette liste a donné du fil à retordre aux joueurs Necron et également solide dans cette finale. Dans tous les cas, bravo pour avoir atteint le podium. En seconde place, nous retrouvons une faction que l'on pensait partir à la retraite. Et ce n'est pas le cas avec une liste Custodes. Dans les personnages, nous avons un capitaine Rempart en armure à la russe Terminator. Son optimisation sera le chasseur à la sable, et nous avons une figurine que nous n'avons pas vue depuis très longtemps, Valérian. Il sera d'ailleurs le seigneur de guerre de la liste. Du côté des unités de ligne, nous avons une unité de 5 Prosecutors. Pour les autres unités, nous retrouvons à leur attention 2 unités de 5 et une unité de 3 à la russe custodienne. On continue avec 2 Caladius Grave Tank, une unité de 6 veilleurs custodiens, dont une Vexilla à l'intérieur, et une unité de 4 répurgatrices. Après une dernière data slate très difficile, les joueurs custodes semblent s'être peu adaptés et, comme prévu, le Caladius Grave Tank semble jouer un rôle majeur, veillant à ce que les custodes ne soient pas simplement décimés par les menaces ennemies, ce qui est encore plus intéressant. Et à mon avis, très intelligent. C'est le choix de s'orienter vers de nombreuses unités de Terminator, plutôt que de rester avec de plus petites unités de garde custodien. Il y a beaucoup de dégâts 3 dans la liste, dont certains pouvant générer des blessures dévastatrices. Cumulés aux 4 points de vie des Terminators, cela les rend beaucoup moins vulnérables qu'à l'accoutumée. Ils sont également très efficaces contre les unités de Horde, car la déflagration de leur lance-grenade Ballistus, combinée aux relances contre les unités avec un personnage, leur permet de mettre une pression constante. C'est toujours bon de voir les joueurs s'adapter lorsque leur armée subit un revers, plutôt que de changer d'armée de cœur suivant le sens du vent. Donc félicitations pour cette seconde place largement très méritée. Enfin, à la première place, nous retrouvons une liste Necron. En commençant par les personnages, nous avons un Destroyer X-Mark, qui sera le seigneur de guerre. Pour l'optimisation, comme d'habitude, le diadème du souverain. Ensuite, on a un Dynaste, avec l'optimisation ablateur hypermatériel, Nemesor Zendrek, pour le petit Vect, et Orican the Diviner. Bien entendu, qui dit Necron, dit un Technomancer avec sa cape Canoptech, et un Transcendant Ctan avec l'optimisation Trame Sempiternelle. On a aussi une unité de 20 guerriers Necron en unité de ligne, et du côté des autres unités, on commence avec un Canoptech Reanimator, une unité de 2 Cryptocers, on a aussi une unité de 5 Trackers, 2 Arches du Jugement Dernier, une unité de 5 Dépeceurs, 3 unités d'un Destroyer Locust, et enfin, une unité de 10 factionnaires. Les Necrons remportent leur première victoire depuis la data slate, mais ce ne sera probablement pas la dernière. Le principal changement que vous pouvez voir en action ici, ce sont les guerriers Necrons devenus bien plus viables qu'auparavant, car leurs meilleurs némésis, les chevaliers fantômes et les grandes escouades de garde custodiens, ont tous deux disparu. Bien entendu, les terribles escouades d'agresseurs ont peut-être fait leur entrée dans la compétition, mais elles sont beaucoup plus faciles à contrer, et presque tout le
le reste peine à éliminer les grosses unités. Ajoutez à cela les factionnaires ultra résistants et le Super Ctan, tous deux toujours incroyablement valables et ce dernier a désespérément besoin d'être revu. Allez Games Workshop, ne soyez pas trop timide. Ainsi qu'une bonne dose de tir pour soutenir le tout. Et vous obtenez quelque chose d'extrêmement redoutable. Il est également intéressant de noter la présence de Zandrake qui peut donner aux guerriers ou aux factionnaires un peu plus de mordant dans les match-ups où c'est nécessaire, même après la réduction de l'efficacité de sa capacité Vect. C'est un plaisir de voir les Necrons prospérer. Bravo pour cette première place en l'emportant 94 à 90 contre la liste Aeldari vue précédemment. Passons au moment Ray, et puisque vous avez été nombreux à me poser des questions sur la phase de charge et de combat, je vais vous répondre en un seul bloc dans cette vidéo. Commençons par la phase de charge. Tout d'abord, regardons ces étapes. Nous pouvons constater que la première d'entre elles, c'est de choisir une unité éligible. Une unité éligible est une unité qui est à 12 pouces ou moins d'une ou plusieurs unités ennemies, n'a pas avancé ou battu en retraite, sauf règles d'exception, et vous verrez dans la plupart des conditions, vous avez des règles qui vous apportent des exceptions. Mais basez-vous d'abord sur les règles de base, et lorsque vous aurez des exceptions, en général, il vous précise que vous pouvez faire le contraire des règles de base. Donc, une unité éligible, c'est une unité qui est à 12 pouces ou moins d'une ou plusieurs unités ennemies, n'a pas avancé ou battu en retraite, n'est pas à portée d'engagement de figurines ennemies et n'est pas une unité aérodine. Ensuite, on passe à choisir les cibles. Une fois que vous avez choisi une unité éligible pour déclarer une charge, vous devez choisir une ou plusieurs unités ennemies à 12 pouces d'aile comme cible de cette charge. Les cibles d'une charge n'ont pas besoin d'être visibles de l'unité qui charge. Oui, je viens de lire le paragraphe car pour moi il est suffisamment clair. Une fois que vous en êtes là, il suffit tout simplement d'effectuer votre charge. 3 conditions à respecter. Vous devez arriver à portée d'engagement de toutes les unités choisies comme cible de votre charge. Ne pas se déplacer dans la portée d'engagement d'une unité ennemie n'étant pas une cible de votre charge, et rester en cohésion d'unité. Si l'une des conditions n'est pas remplie, la charge échoue et aucune figurine n'est déplacée. Dans le cas contraire, la charge est réussite. Dans ce cas, vous devez respecter ces conditions. Vous devez terminer à portée d'engagement de toutes les unités ennemies ciblées par votre charge, donc il vous faut à minima avoir une figurine à portée d'engagement de chaque unité ciblée par votre charge et garder la cohésion de votre unité. Et le mouvement de la figurine que vous souhaitez déplacer lui permet d'arriver socle à socle, vous devez le faire. C'est obligatoire. Et vous choisissez dans quel ordre vous déplacez vos propres figurines. Car des fois, pouvoir déplacer des figurines empêchera d'autres figurines de la même unité d'arriver en contact socle à socle. Et en général, cela est très pratique pour avoir une plus grande envergure sur votre mouvement. Donc, prenez les mesures nécessaires, essayez de ne pas toujours finir en contact socle à socle afin de garder une grande liberté sur vos mouvements et potentiellement capturer un pion objectif à l'adversaire. Bref, une fois que vous êtes là, vous réitérez les mêmes étapes pour toutes les autres unités éligibles que vous voulez faire charger. Là, je vais vous mettre les schémas du livre de règles car je les trouve très bien faits, notamment pour charger par-dessus le terrain. Donc si vous avez un élément de terrain qui est de plus de 2 pouces de haut, vous devez mesurer toutes les distances à parcourir comme sur la photo d'exemple. S'il fait 2 pouces ou moins, vous l'ignorez complètement. Pareil pour les figurines qui volent. Si elles chargent, vous mesurez les lignes directes entre votre point de départ et votre point d'arrivée. Je vous rajoute une vue de côté pour mieux comprendre. Maintenant que vous avez fini vos mouvements de charge, on passe à la phase de combat. Voici ces étapes. Dans un premier temps, vous allez devoir déterminer les unités étant éligibles pour être activées durant cette phase. Pour être éligible, l'unité doit être à portée d'engagement d'au moins une unité ennemie, ou avoir réalisé un mouvement de charge. Si vous respectez l'une ou l'autre des deux conditions, votre unité est éligible. Nous avons d'autres restrictions qui s'ajoutent. Une unité ne peut pas s'activer plus d'une fois, sauf exception. Et ça, les exceptions, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Lorsque les joueurs n'ont plus d'unités éligibles à faire combattre, passez à l'étape suivante. Lorsque les joueurs n'ont plus d'unités éligibles à faire combattre à chacune des étapes de la phase de combat, alors celle-ci prend fin. Attention, aux 2 étapes de la phase de combat, on commence par le joueur dont ce n'est pas le tour. Il y a une erreur dans la traduction française. De plus, lorsque vous ferez votre mouvement de consolidation, que nous verrons tout à l'heure, il est possible que des unités autrefois éligibles ne le soient plus et inversement, des unités inéligibles deviennent éligibles. Maintenant, comment déterminer les unités combattant en première et les autres? Les unités combattant en première sont des unités ayant l'aptitude combat en premier. N'oubliez pas que les unités ayant chargé gagnent cette aptitude, un bonus de charge. Et si jamais vous n'avez pas l'aptitude combat en premier, alors vous serez considéré comme une unité restante. C'est-à-dire,
les combats restants, tout simplement. Donc n'oubliez pas, vous avez l'aptitude combat en premier, donc vous agissez à la première étape de la phase de combat dans les combats en premier. Et si jamais vous n'avez pas cette aptitude, eh bien vous allez attendre la deuxième étape d'activation dans les combats restants, tout simplement. Maintenant que vous avez déterminé les unités combattant en première et celles restantes, passons aux étapes d'activation des unités. Voici les étapes. Quand vous activez votre unité, vous pouvez faire un mouvement d'engagement, que l'on appelle régulièrement le peel-in en anglais. Ce mouvement n'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous devez respecter certaines conditions. Vous ne pouvez pas faire plus de 3 pouces. Vous devez terminer ce mouvement d'engagement à portée d'engagement d'une ou plusieurs figurines ennemies. Vous devez finir plus proche de la figurine ennemie la plus proche. Si les 3 pouces de mouvement d'engagement vous permet de finir en contact socle à socle, vous devez obligatoirement finir votre mouvement en contact socle à socle. C'est pour ça que le mouvement n'est pas obligatoire, car des fois parcourir les 3 pouces vous oblige à être en contact socle à socle, et de temps en temps ce n'est pas forcément intéressant, afin de garder, comme durant la phase de charge, votre amplitude de mouvement. Bref, une autre condition, c'est vous choisissez dans quel ordre vous déplacez les figurines de votre unité. Car si grâce au déplacement vous arrivez à empêcher certaines d'arriver en contact socle à socle, eh bien n'hésitez pas. À la suite de votre choix d'effectuer ou non votre mouvement d'engagement, vous passez à l'étape pour effectuer les attaques de mêlée. Pour cela, nous devons déterminer les figurines pouvant attaquer. Ce sera les figurines à portée d'engagement d'une unité ennemie, une figurine de votre unité étant en contact socle à socle avec une autre figurine de votre propre unité, qui est elle-même en contact socle à socle de l'unité ennemie. Pour faire simple, imaginez un régiment carré. Ce sont des Romains, ils sont tous en ligne et c'est un carré. Eh bien dites-vous que les figurines qui sont en contact socle à socle d'une de vos figurines en contact socle à socle de l'unité ennemie, c'est le deuxième rang de votre régiment. J'essaie de vulgariser ça le plus simplement possible afin que vous puissiez le comprendre le mieux possible. Ou alors, imaginez un petit train. Vous avez la première ligne, c'est la locomotive, et le wagon à charbon, c'est la deuxième figurine. Et donc vous devez vraiment être accrochés l'une à l'autre, et la locomotive doit être accrochée sur les rails, sinon ça ne marche pas. Oui, la métaphore est peut-être nulle, mais écoutez, faites un petit effort aussi. Allez, on passe à la suite. Maintenant que vous savez quelle figurine pour attaquer, vous devez choisir l'arme. Il vous suffira de choisir une arme dont elle est équipée pour effectuer ses attaques. Alors attention, une figurine avec plusieurs armes de mêlée ne pourra effectuer ses attaques avec une seule d'entre elles, à l'exception des armes prodiguant des attaques bonus, qui s'ajoutent aux attaques de l'arme choisie. Si l'arme choisie possède plusieurs profils, vous devez en choisir qu'un seul pour effectuer vos attaques. Maintenant que les armes utilisées par les figurines de votre unité sont sélectionnées, vous devrez choisir votre ou vos cibles, car vous pouvez répartir vos attaques si vous avez plusieurs cibles éligibles. Pour que la cible soit éligible, vous devez être à portée d'engagement, socle à socle à une figurine de votre unité qui est en contact socle à socle d'une figurine de l'unité ennemie. C'est notre histoire de régiment de Romains et de locomotive. Il n'y a pas ou plus de cible éligible, vous pouvez faire un mouvement de consolidation. Dans le cas où vous avez une cible éligible, vous effectuez vos attaques comme pour la phase de tir. Si vous avez des attaques avec un profil différent, résolvez dans l'ordre du choix de l'attaquant. Vous devez résoudre les attaques d'un profil avant de résoudre les autres attaques d'un profil différent. Quand toutes les attaques sont résolues, on passe à l'étape consolidée. Cela vous donne l'option de faire un mouvement de consolidation. Celui-ci n'est pas obligatoire non plus, mais si vous le faites, vous devez respecter des conditions, comme le mouvement d'engagement. Si vous décidez de le faire, ce qu'il n'est pas obligatoire, vous devez respecter les conditions. Pour ce qui est du mouvement de consolidation, vous ne pouvez pas faire plus de 3 pouces, pour les figurines n'étant pas en contact socle à socle. Vous devez terminer ce mouvement d'engagement à portée d'engagement d'une ou plusieurs figurines ennemies. Si les 3 pouces de mouvement de consolidation vous permet de finir en contact socle à socle, vous devez obligatoirement finir votre mouvement en contact socle à socle. Bien entendu, l'autre condition, vous choisissez dans quel ordre vous déplacez les figurines de votre unité. Mais alors attention, c'est pas fini, car si vous ne pouvez pas remplir ces conditions, vous pouvez faire votre mouvement de consolidation de 3 pouces vers le pion d'objectif le plus proche, mais seulement si cela permet à votre unité d'être à portée du pion objectif, soit à 3 pouces du pion objectif. Sinon, vous ne pouvez pas consolider et le combat de votre unité prend fin. Une fois que tout est fait, vous passez à l'activation de l'unité suivante en respectant l'alternance entre l'activation du joueur, dont ce n'est pas le tour, et celui dont c'est le tour. N'oubliez pas, d'abord toutes les unités combattant en première, en commençant par l'activation des unités éligibles à cette étape, pour le joueur dont ce n'est pas le tour.
puis celui dont c'est le tour en faisant les alternances. Une fois toutes les unités combattant en première activées, vous passez aux autres unités restantes, en commençant par le joueur dont ce n'est pas le tour, puis celui dont c'est le tour en faisant les alternances. Cela peut arriver que dans certains cas, le joueur dont ce n'est pas le tour est une unité qui combatte en premier. Dans ce cas-là, lorsque vous êtes à l'étape combattre en premier, il commencera à activer sa première unité, puis vous, puis lui, puis vous, puis lui. Admettons, à partir du moment où le joueur dont ce n'est plus le tour n'a plus d'unité, vous aussi vous n'en avez plus, vous passez à l'étape combat restant. Et là on recommence encore un nouveau cycle avec le joueur dont ce n'est pas le tour. Donc oui, potentiellement, si votre adversaire a plusieurs unités combattant en première et que ce n'est pas son tour, il peut avoir cette impression de double activation entre l'étape de combattre en premier et l'étape de combat restant. Autre petite précision, si jamais vous avez une unité qui a chargé, et pour diverses raisons, avant que vous ne puissiez l'activer, elle n'a plus de cible éligible pour vos attaques, etc. N'oubliez pas, une unité éligible pour s'activer durant la phase de combat doit au moins avoir chargé. Dans ce cas-là, même si vous n'avez plus de cible éligible, vous avez le droit de faire votre mouvement d'engagement et derrière de consolidation. Bien entendu, je tiens à préciser encore une fois, vous êtes obligé pour chacun de ces mouvements, si vous décidez de le faire, de respecter les différentes conditions. Si vous ne pouvez pas les respecter, alors vous ne pourrez pas faire ces mouvements. Voilà, après tout ça, quand toutes les unités ont été activées, la phase de combat prend fin. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et laisser un commentaire. Cela aide énormément au développement de la chaîne. Si vous voulez avoir les vidéos en avance, sans publicité et prendre part dans le choix des sujets pour les futures vidéos, n'hésitez pas à rejoindre la page Tipeee. Je vous mets les liens en description. N'oubliez pas non plus le concours chez Wargame House, le premier partenaire financier de la chaîne. Toutes les informations du concours sont en description et sur le serveur Discord. Tu vois, je te l'avais dit. Allez. Allez, viens. Allez, viens, on est bien. Allez, viens. Regarde tout ce qu'on peut faire. C'est génial, non? Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent wargame.